La vérité qui rend libre, numéro 7, spécial Front National. Ça va être l'occasion de faire le point, les amis, sur ce qui est, depuis maintenant une trentaine d'années, le premier parti contestataire en France. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif aussi, bien évidemment. Non pas pour jeter le discrédit sur un parti politique ou sur des gens, et aussi au passage donc pour faire le jeu des autres partis politiques concurrents, mais en se positionnant, alors là on n'est pas dans l'opinion personnelle, hein, on se positionne en antilibéral, c'est-à-dire que c'est la vérité factuelle qui compte, c'est le bien commun, l'intérêt de la France et des Français, en tenant compte d'une chose quand même, quand on est un catholique antilibéral, c'est que, donc les enseignements du Christ et la vérité, c'est que la judéo-maçonnerie a toujours fait encore, et fera toujours, le désintérêt de la France et du peuple français. Ça c'est clair. Donc, à partir de là, ça va être intéressant de voir quelle sorte de nationalisme défend le Front National, quelles sont ses idées fondatrices et les idées qui sont défendues aujourd'hui donc par Marine Le Pen et non plus par Jean-Marie Le Pen, puisque c'est désormais sa fille qui est à la tête du Front National, et quel est aussi son entourage, les nouveaux arrivants, quel est son discours, bon voilà, faire un peu le point sur tout ça, de voir qu'il n'y a pas qu'un seul nationalisme. Alors ça c'est important à comprendre, puisque la flamme du Front National c'est bleu, blanc, rouge. Donc quel nationalisme est défendu par le Front ? C'est un nationalisme républicain dont les idées sont malheureusement issues de la Révolution dite française de 1789. Et on s'en aperçoit dans le discours de Marine Le Pen, qui prend régulièrement la défense, et avec même un certain acharnement, de la République, de la démocratie, de la laïcité. Elle va même très loin. En gros, elle fait dans la surenchère maçonnique, hein, au niveau des idées et des principes, et elle dit que le Front National n'est pas un parti confessionnel parce qu'il est profondément attaché à la laïcité, par exemple. Alors, voyons donc, il y a ce nationalisme-là qui est républicain et qui n'est évidemment pas basé sur les mêmes principes qu'un nationalisme catholique défendu par exemple par Philippe Loncardasac et auparavant par son père ou encore le maréchal Pétain, hein, avec le triptyque travail, famille, patrie. Donc là, on n'est pas dans ce registre-là. D'ailleurs, travail, famille, patrie, famille, il y a le mariage gay, dont on va parler notamment avec Florian Philippot. On va voir d'abord ce qu'il y a de positif avec Marine Le Pen et le Front National. L'immigration, donc le Front National depuis le début s'est prononcé contre l'immigration, surtout Jean-Marie Le Pen. On peut s'apercevoir qu'il y a eu en quelque sorte un glissement avec Marine Le Pen, que ce n'est plus l'immigration qui est prise de front, mais l'islam aujourd'hui. La défense de la nation, ok, très bien, du protectionnisme face aux délocalisations, face à l'internationalisme, discours qu'on retrouve, il est vrai, chez Jean-Marie Le Pen bien sûr, mais aussi chez sa fille, ou encore chez Florian Philippot. Philippot qui défend aussi l'idée de la production française, hein, qu'il faut produire français. Alors après, il faudrait voir comment. Parce que c'est bien beau de défendre la production française, mais l'industrie a foutu le camp. Donc comment la faire revenir maintenant, hein, voilà. Et Front National qui défend aussi la priorité nationale. Donc qui est clairement dans la discrimination. Mais une discrimination qui, entre guillemets, quand on est nationaliste, serait légitime. Donc voilà ce qu'il y a de positif, mais on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses négatives. Alors je l'ai dit, République, démocratie, laïcité, principe purement maçonnique. Front National qui ne remet pas en cause non plus l'Europe, hein, unification européenne qui est purement une construction maçonnique, hein, avec des personnalités aussi reconnues que Joseph Ratzinger, qui était à l'origine du Bilderberg,
ou encore Jean Monnet, Front National qui est donc attaché à la laïcité, mais qui est aussi pour l'avortement. Il suffit d'écouter Marine Le Pen. Alors il y a un mot qui est la cause de tous ces faux principes, de toute cette fausse idéologie, outre le financement occulte du Front National dès le début, notamment avec la secte Moon ou une franc-maçonnerie africaine, en Afrique, pardon. Il y a un mot, c'est la dédiabolisation. Voilà. Le problème du Front National d'aujourd'hui, c'est cette course à la diabolisation qui fait, une diabolisation qui rime avec soumission en fait, qui fait que Marine Le Pen fait dans le plus maçonnique que les maçons de gauche et de droite. Et donc cette diabolisation rime avec une soumission à la judo-maçonnerie. Alors maintenant, qui entoure Marine Le Pen? Parce qu'évidemment, il n'y a pas que Marine Le Pen au Front National. Il y a son compagnon, le numéro 2, Louis Alliot, qui est un juif séfarade franc-maçon et qui a avoué sa judéité récemment chez Thierry Ardisson. Louis Alliot qui ferait, alors là c'est au conditionnel, qui ferait partie même du CRIF à Toulouse et qui a aussi effectué des allers-retours, et pas qu'un seul, en Israël, et donc qui est très clairement pro-sioniste. Un autre pro-sioniste qui fait partie qui est membre du bureau, donc directeur du Front National, c'est le juif franc-maçon Jean-Richard Sulzer, qui était sous mitterrandien. Nous avons aussi encore un franc-maçon, et pas des moindres, puisque c'est l'un des 2 députés actuels sous l'étiquette du Front National, alors qu'il n'est même pas membre du parti. J'ai nommé le franc-maçon Gilbert Collard, qui était déjà franc-maçon apprenti à l'âge de 18 ans, qui passa maître à l'âge de 23 ans, qui s'est proposé, alors là tenez-vous bien, ça montre un certain état d'esprit des magouilles, là je renverrai vers un article. Gilbert Collard s'est proposé gratuitement pour plaider pour le juge Roche, alors qu'il était l'avocat de l'affaire Allègre, impliquant justement ce juge Roche. Où avez-vous alors là, pour plus d'informations, vous allez dans l'article Les étonnantes pratiques de Maître Collard pour en savoir plus. Mais alors, où vous avez vu que surtout des avocats comme ça, quoi, des avocats qui se proposent gratuitement pour plaider une cause, alors que précédemment ils avaient plaidé une autre cause, mais en gros dans le camp d'en face. C'est complètement ubuesque. Alors, Gilbert Collard, je vais le citer. Il se dit l'homme des passerelles entre la droite et le FN. Il tend la main aux gaullistes et chevènementistes. Il dit aussi, alors là, c'est lui qui le dit tout ça, hein, je veux faire du patriotisme législatif. Si un texte présenté par la gauche rend service au pays, je voterai pour. Vous avez vu que la gauche talmudo-maçonnique était pour la France. Alors il dit qu'il a reçu des messages de félicitations de l'UMP, et il en est fier, justement, il ne devrait pas en être fier, mais bon. Et il dit on va créer des ponts entre le Front National et l'UMP. Donc, premier franc-maçon, Gilbert Collard, à vouloir créer des ponts entre le Front National et l'UMP. Il n'est pas le seul, nous allons le voir. Florian, maintenant prenons le cas, alors avant Florian Philippot, vous avez aussi Valérie Ledouguet, qui est un ami de Gilbert Collard, qui est un franc-maçon reconnu, hein, il ne s'en cache pas, et qui fut pendant des années l'avocat de Jeannie Le Pen, qui est la femme de Jean-Marie Le Pen. Florian Philippot maintenant, qui a fait l'ENA, qui fait l'éloge de la République et de la démocratie, hein, et qui est pour une vraie Europe respectant la démocratie. Alors là, c'est typiquement, il dit exactement la même chose que le Young Leader du Poignant. Alors, au passage, cette vidéo n'est pas faite pour faire le jeu d'Asselineau
ou de Dupont-Aignan, qui, au niveau des idées et des principes, sont sur la même ligne que Philippot, que les autres, hein, que Marine Le Pen. Donc là, voilà. Que les choses soient claires. On est là pour être juste au niveau, dans le débat d'idées. Voilà. Il est donc pour une alternative nationale patriote. Pourquoi pas? Donc là, s'il serait pour un certain patriotisme national français, il devrait en revenir au principe, aux idées et à l'origine française qui est catholique. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'il fait l'éloge de la République, de la démocratie, de tous les principes, les faux principes issus de 1789. Et tenez-vous bien, alors là, c'est là aussi, bon, déjà il a fait l'ENA, il fait l'éloge de la démocratie et de la République. Florian Philippot fut présenté par Paul-Marie Couteau à Marine Le Pen. Il est un fervent gaulliste, alors là ça fait parler de lui, et il a dernièrement déclaré que le mariage gay est secondaire. Lui, comme Marine Le Pen, ont annoncé qu'ils ne manifesteraient pas, aujourd'hui même, contre le mariage gay. Se disant c'est secondaire. Bon, on sait tous que c'est pas secondaire quand même. L'adoption d'enfants, parce que c'est ça qu'il y a derrière, hein, le mariage pour tous. L'adoption d'enfants par des couples homosexuels, ça n'a rien de secondaire. Ça vise un peu plus attaquer la cellule familiale. Voilà, on en est tous conscients. Donc ce n'est pas secondaire, donc c'est faux. Ceci dit, chose importante, par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, François Hollande a bien dit qu'il ne reculerait pas, hein, et qu'il tiendrait ses promesses. Il a été élu avec 18 millions de voix, et ce n'est pas pour reculer. Et même s'il y a aujourd'hui 1 million de manifestants dans la rue, ce projet de loi aboutira. Donc la question à se poser, c'est quelle est l'utilité des manifestations contre le mariage gay? Hormis se faire repérer par la RG, soit dit en passant. Est-ce que ça porte ses fruits d'aller dans la rue? Non. Voilà, donc il faudra un autre moyen d'action. Personnellement, je ne crois pas au plus grand nombre dans notre combat, mais un petit nombre fermement décidé à chambouler tout ça. Voilà pour Florian Philippot, en guise de conclusion, vu les principes qu'il défend, vu les positions qu'il prend, soit Florian Philippot est un franc-maçon, soit il est crypto-maçon. Il n'y a pas 60 solutions, parce que les principes qu'il défend sont maçonniques. Il n'y a aucune preuve, bon, il n'y a rien sur son appartenance maçonnique. Donc, voilà. À mes yeux, il est crypto-maçon. Vous avez aussi l'homosexuel Steve Briois à Hénin-Beaumont. Encore un homosexuel avec Christian Boucher, dont on a souvent parlé, hein, homosexuel franc-maçon de l'OTO, disciple d'Alistair Crowley, qui lui aussi, comme Gilbert Collard, est pour des listes communes avec l'UMP, ça en fait un deuxième de franc-maçon. Et maintenant un troisième avec un autre franc-maçon, encore homosexuel, avec donc Paul-Marie Couteau, qui est le président du Ciel et qui a déclaré qu'il était au service d'une fraternité humaine universelle, en bon franc-maçon qu'il est, hein, et qui fut... C'est là où on voit que vous avez donc Gilbert Collard qui a bouffé à tous les râteliers, vous avez Jean-Richard Sulzer qui était avant mitterrandien et qui se réveille à 60 piges maintenant nationaliste, vous avez donc Paul-Marie Couteau qui a été villiériste, soutien de Pasqua, de Chevènement, et qui est maintenant Marine Le Pen. Et qui est pour, il a dit, le ni gauche ni droite ne marche pas. Il est lui aussi pour une alliance avec l'UMP. Ça fait le troisième. Donc là, c'est plus un hasard. Une fois, deux fois, trois fois. Oh, qu'est-ce qu'il y a un truc qui cloche, non? Tout cet arrivage de francs-maçons massif au Front National, ils sont tous pour... Enfin, tous, j'exagère, mais nombreux sont ceux qui déclarent qu'ils sont pour une coopération avec l'UMP. Permettez-moi de constater que c'est assez étrange.
Étrange aussi cette nomination et cette mise en avant de l'homosexuel métis Vénusia Myrtil, qui vient du NPA de Besancenot et qui, comme Marine Le Pen, est pour l'avortement, ce qui n'est évidemment pas très catholique. Autre personne qui fit partie du bureau, je ne sais pas s'il y est encore, mais alors là c'est du lourd, c'est David Mascret, qui a été invité 2 fois au salon du Mnébrit en 2009 et 2010. Mnébrit, je le rappelle, qui est une franc-maçonnerie exclusivement juif. David Mascret, qui était un juif franc-maçon, ami du juif marane Bernard Anthony, qui redéfinit la patrie. Alors ça c'est pratique, la patrie du coup, ses racines sont plus catholiques, évidemment. Et David Mascret, tenez-vous bien, qui a écrit un plaidoyer sur Ilan Halimi. Tirez le rideau. Alors encore plus lourd que David Mascret, vous avez Michel Touris, qui est un juif ultra-sioniste qui pose sur son propre blog avec un chandelier à 7 branches, qui est l'emblème du Mnébrit d'ailleurs. Donc ce juif ultra-sioniste est proche du Bétard et de la LDJ, et il s'est présenté à des élections dans la 8e circonscription du Val d'Oise. Vous avez encore une certaine Elisabeth Barger, qui est une féministe ex-CGT et qui fait partie d'Initiative républicaine. Elle dit elle-même que c'est une émanation du Grand Orient. Son père était un franc-maçon, il est peut-être toujours, elle a milité pour ACT UP et elle dit que l'Église catholique est une secte réactionnaire et totalitaire. Alors, avec tous ces nouveaux venus, avec tous ces gens qui font partie du Front National, mais alors, là c'est entre guillemets les pires, il n'est pas étonnant que des gens comme Roger Olindre, face à cela, ou encore Thomas Joly, qui est maintenant au Parti de la France, et puis avant eux, Philippe Ploncart-Dassac, qui en est parti en 1993, si nos souvenirs sont bons, parce qu'il, alors là, si vous écoutez Philippe, il vous dira que certains sujets ne pouvaient pas être traités, on ne pouvait pas en parler au Front National, notamment la critique de De Gaulle, être pour l'avortement, des choses comme ça, contre l'avortement, pardon. Donc, pas étonnant que certaines personnalités très respectables, on va dire, se soient détournées de ce Front National-là. Alors là, j'ai bien évidemment oublié quelques noms importants, et qui sont, à mes yeux, les moins pires. Et je pense ici à Bruno Gollnisch, qui, malheureusement, dans tout cela, ne pèse pas bien lourd, quoi. Dans l'idéologie frontiste d'aujourd'hui, on va pas être méchant, mais en gros, il sert à cautionner le vote catholique. Bruno Gollnisch, il est là pour que les catholiques continuent à voter Front National, quoi. Faut être clair, tout comme... alors elle est bien gentille, c'est la nièce, je crois, Marion Le Pen, Maréchal Le Pen. Voilà, elle a 22 ans, je la mets dans les moins pires, mais elle doit encore... je pense qu'à 22 ans, ça serait quand même assez étonnant d'être formée politiquement. On l'a bombardée députée, mais je pense qu'il faudrait d'abord qu'elle se forme politiquement. Bon, on n'a rien contre, mais... on n'est pas dupe, elle est un peu là pour la photo quand même, Marion Maréchal Le Pen. Et puis, quand même le meilleur pour la fin, bien évidemment, c'est le fondateur du Front National, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors, certains voient Jean-Marie Le Pen vraiment en grand, beaucoup de qualités, et sont très critiques à l'égard de Marine Le Pen, donc... Certains mettent les deux sur la même ligne, comme Philippe Ploncart-Dassac. Alors pas à mes yeux, voilà. C'est quand même pas le même niveau. C'est pas le même niveau de courage entre le père et sa fille. Mais c'est pas le même niveau d'érudition. Jean-Marie Le Pen est quand même quelqu'un de très érudit, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un de très formé. Mais alors, il y a quand même
quelque chose, il y a quand même pas mal de choses qui clochent. Outre le financement, outre les gens qui arrivent avec de la monnaie et qui font partie du bureau au Front National, ce qui n'est pas très catholique, vous en conviendrez. Il y a quand même plusieurs choses à dire sur Jean-Marie Le Pen. Si Marine Le Pen dit, quand il y a des membres du Front National qui participent à des loges, je trouve ça très bien. Elle dit tant mieux. Voilà. Si des membres du Front National participent à des loges, eh bien, tant mieux. Bon, ben évidemment, celui qui partage sa vie, il est juif franc-maçon, et puis il a fait rentrer, et puis là on va aller plus loin même. On va aller plus loin, une question à se poser, sans apporter de réponse, mais au moins se poser la question. Jean-Marie Le Pen a déclaré, une seule condition pour être Front National, c'est aimer la France et servir le pays. À mes yeux, c'est un peu léger. Et sur la franc-maçonnerie, il dit, la franc-maçonnerie a des responsabilités dans la situation de la France, lui, il dit ça, mais elle n'a pas la responsabilité exclusive. Tout ne s'explique pas par la franc-maçonnerie. Jean-Marie Le Pen dit ça, alors qu'il sait très bien que la secte a tous les pouvoirs en France. Il sait très bien que la diabolisation du Front National est due au B'nai B'rith, hein, qu'il a eu maille à partir avec le B'nai B'rith, et qu'au moins lui a eu ce courage de prendre de front cette secte, contrairement à sa fille qui est complètement à genoux face à la judéocratie. Hein. Donc là, et puis quelqu'un qui est cultivé comme lui, je ne comprends pas, il sait ça. Il sait la France finie de l'Église catholique. Il sait le complot maçonnique de 1789. Hein. Il sait République, démocratie, laïcité, que ce sont les faux principes issus de 1789, et il a toujours été attaché à ces principes-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout, pourquoi Jean-Marie Le Pen, diabolisé pour diaboliser, hein, parce qu'il n'a jamais cherché à ne pas être, à ne pas être dédiabolisé, contrairement à sa fille. Je ne comprends pas pourquoi il est resté sur ces fausses idées. Et puis Durafour crématoire et le fameux détail. On sait tous que, bon, Durafour crématoire, on sait tous que c'est ridicule de sortir ça. On n'est pas dans le débat d'idées, là, c'est pas sérieux. Et puis surtout, c'est donner le bâton pour se faire battre. Tout comme l'histoire du détail. Et on sait tous que ce n'est pas un détail. Hein. Chambarga, c'est pas du tout un détail de l'histoire, on le sait tous. Et lui-même le sait, hein. Évidemment qu'il le sait. Donc pourquoi insister sur des années, à plusieurs reprises, revenir sur ces choses-là, quoi, où il sait très bien que lui-même, son parti, va être diabolisé. Voilà. Et on en déduit assez logiquement que le Front National mène tout droit à une voie de garage. Voilà. Tout simplement. Alors, il y a une autre chose que j'ai trouvée assez suspecte par rapport au Front National, c'est qu'il y avait, à un moment donné, il y a quelque temps, l'histoire du paquebot. Comme quoi le Front National, parce qu'il n'avait pas fait les 5%, je crois, des élections, avait des problèmes financiers et devait vendre le paquebot, ses locaux. Voilà, une partie de ses locaux. Puis maintenant, on n'entend plus parler. Donc, en gros, hein, avant l'arrivage massif de francs-maçons, que je viens de citer, problème financier au Front National, on parle de vendre le paquebot. Aujourd'hui, Front National infiltré de tous les côtés avec des juifs francs-maçons et des homosexuels au poste clé. Marion Le Pen, elle, c'est parce qu'elle s'appelle Le Pen et c'est pour la photo, on a tous compris. Et là, il n'y a plus de problème financier là. Ça ne veut pas dire peut-être qu'il y en a encore, mais en attendant, on n'en parle plus. Comme par hasard, on n'en parle plus. Voilà le bilan, qui malheureusement n'est pas glorieux de ce parti. Je ne sais pas si vous avez vu, mais 150 personnalités du showbiz, dont Yannick Noah, Emmanuel Béard, Bernard-Henri Lévy, Renaud et bien d'autres, bon, déjà rien que quand je cite ces noms-là, c'est pas bon, ça sent pas bon, se sont prononcés pour le droit de vote aux étrangers. Et ils ont signé une pétition qui a été lancée par le juif franc-maçon bras droit de Dominique Strauss-Kahn, Cambadélis. Pétition signée et lancée d'abord par Cambadélis et SOS Racisme. Donc je ne vous rappellerai pas qui est à la tête des SOS Racisme, nébuleuse créée de toutes pièces par
François Mitterrand et surtout Julien Drey. Et donc ces personnalités ont interpellé François Hollande en disant « Nous n'attendrons plus ». Ça vous fait penser à rien, ça? Nous n'attendrons plus. Vous vous rappelez pas une dernière vérité qui rend libre? De Bernard-Henri Lévy à Hollande. Donc là, et il y a aussi Bernard-Henri Lévy d'ailleurs. Nous n'attendrons plus par rapport à l'intervention en Syrie. Ce n'est plus possible, on peut pas accepter ça, c'est plus possible, il dit. L'autre clown là, avec son brochis. Incroyable. Et là, nous n'attendrons plus, ils lui ont fixé un ultimatum, attention, hein, c'est dans le Parisien tout ça. Et ils poursuivent en disant, donc on se doute qui c'est qui a la tête de ça, c'est certainement pas Emmanuel Béard ou quoi, quoique, ou même Yannick Noah. Hein. Et ils poursuivent en disant, notre idéal républicain, fondé sur l'égalité de tous les citoyens de la République, quelle que soit leur nationalité, ils pourraient même dire, et leur couleur, hein, au passage, ne souffre d'aucun compromis. Et il continue en faisant l'éloge de la démocratie. Alors ça, c'était dans le Parisien. Et puis, chacun a pu voir aussi Le Figaro. Hollande est très entouré de francs-maçons. Et puis, un autre titre, le nouveau pouvoir des francs-maçons. Alors, Hollande, déjà, premièrement, Hollande très entouré de francs-maçons. Non, mais c'est une surprise pour qui? Alors on se dit, ah, mais ils vont nous tous les désigner, quoi. Tous les ministres, les députés, les sénateurs, machin. Non, 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 non. Ils en citent 4 ou 5. Comme s'il n'y en avait que 4 ou 5 au sein du gouvernement Hollande. Vous avez compris la fumisterie? Et après, ils disent, il est plus entouré que le gouvernement UMP précédent, quoi. Où il n'y en avait que 2. Vous avez compris la stratégie pour nous enfumer? Ils sont quasiment 12, faut arrêter, faut être sérieux là. Et vous nous dites qu'à la 4, avant il y en avait 2. Bon, et après vous nous dites, le nouveau pouvoir des francs-maçons. Le nouveau, c'est le nouveau qui est important. Ou nouveau, depuis 1789, ils ont tous les pouvoirs, faut être sérieux là. Tout est maçonnique en France, tout de A à Z, tout maintenant. L'enseignement, les lois, l'architecture, l'idéologie, à la télé, tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit est judéo-maçonnique, point barre. Faut arrêter la France chrétienne, l'empire judéo-chrétien, je vais y venir. Faut arrêter avec tout ça. Mais, vous remarquerez une chose, c'est que c'est le Figaro qui dit ça. Et le Figaro est connoté droite. Donc c'est une manière, entre guillemets, hein, d'attaquer le PS, quoi. Mais tout en minimisant le pouvoir de la franc-maçonnerie. Twitter, alors je ne suis pas sur Twitter, mais j'ai vu ce message de Benoît XVI. Vous allez comprendre pourquoi je vous relais ce message de Benoît XVI. Son premier tweet, il a monté visiblement un compte Twitter, où il a écrit donc sur son premier tweet « J'abjure le libéralisme, le modernisme et l'herméneutique de la continuité ». Dans la même phrase, il se contredit. Puisque s'il est contre le libéralisme et le modernisme, il n'est pas dans l'herméneutique de la continuité. Alors l'herméneutique de la continuité en question, c'est celle de Vatican II, qui est purement moderniste et libérale. Donc là, contradiction dans la même phrase, contradiction qui est confirmée dans la phrase suivante, abat toutes les hérésies et le sionisme international. Oui, mais alors là, je renverrai à une vidéo, c'est les stupéfiantes hérésies de Benoît XVI. Et il n'y en a pas qu'une. Hein. Et il conclut par « Nous devons nous battre pour le règne du Christ roi ». Alors pourquoi ce tweet de Benoît XVI? Parce que j'ai eu plusieurs questions sur le sujet. De Hussard Noir, tout d'abord, qui m'a envoyé beaucoup de questions et je vais répondre à certaines. Ne trouvez-vous pas ridicule de taxer de crypto-maçonnique toute pensée mystique et ésotérique qui est au cœur de la doctrine chrétienne? Alors justement, il n'y a pas d'ésotérisme, on ne doit pas passer par une initiation lorsqu'on se convertit au catholicisme. Hein, voilà. Donc là, il y a aussi une contradiction fondamentale au sein de la même question. Et malheureusement, alors là on va dire, oui, Vernet il est trop tranché, toutes ces choses-là, mais ce qui n'est pas catholique, malheureusement, il y a Dieu, mais si vous n'êtes pas dans le camp de Dieu,
vous êtes automatiquement dans le camp de la synagogue de Satan. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, au niveau des principes, vous ne défendez pas des principes catholiques, vous défendez des principes maçonniques. C'est aussi simple que ça. Malheureusement. Que faites-vous des nombreuses erreurs et crises de l'Église et du pape? Ce que je fais, j'informe dessus, et notamment, ça sera dans mon prochain livre qui est en cours, qui sera une énorme synthèse, notamment sur ce sujet-là. Si l'Église catholique est dans la vérité et la sainteté, pourquoi est-elle aujourd'hui dans une telle décadence à travers les 3 ralliements, et notamment son aboutissement, qui fut Vatican II, où, pour faire court, au niveau de la doctrine, un dogme, une doctrine, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est quelque chose qui ne doit pas évoluer. Or là, c'est ce qui s'est passé avec Vatican II. On a changé même les sacrements, et on a changé donc l'enseignement du catéchisme catholique. Et là, ce n'est plus, pour faire très court, en une phrase, ce n'est plus une doctrine qui est centrée sur Dieu, mais sur l'humain, ce qui est typiquement maçonnique. Et en gros, ce n'est plus la société qui doit être conforme à la volonté divine, mais le Christ, mais les chrétiens donc, et la doctrine catholique, qui doit s'adapter au monde. D'où l'éloge du mondialisme, de la démocratie, par Benoît XVI. Dès son premier discours à Noël en 2005, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et là, il entre guillemets, il est cohérent, il est dans la continuité de Vatican II, quand il fait ça. Alors, est-elle fiable aujourd'hui? Évidemment que non. Êtes-vous sédévacantiste, lefévriste? Alors, êtes-vous sédévacantiste? Non. Pourquoi? Parce que les mots ont une importance, attention. Sédévacantiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le siège du pape est vacant. Le siège à Rome est vacant. Évidemment que non, il est vacant. Sauf qu'il est occupé par quelqu'un qui se dit pape, mais qui est hérétique. Je renvoie aux évangiles de saint Matthieu. Un oui doit être un oui, un non doit être un non. Un catholique, un bon chrétien, se doit de savoir dire oui, savoir dire non. Il y a des rumeurs bidons là qui circulent, l'hivernet, guénonien, machin. Non. L'hivernet catholique, oui. L'hivernet machin, origine maçon, non. Point. Voilà. On passe à autre chose. Là, c'est pareil. Le pape, ce pape, dit-il la vérité ou est-il hérétique? Est-il hérétique? Oui. Et alors là, il n'est pas hérétique, il n'en dit pas une ou deux d'hérésie, il en dit des par dizaines, par centaines. Est-il un vrai pape? Non. C'est aussi simple que ça. Par contre, non au sédévacantisme dans le sens, par rapport à ce mot, ce qu'il veut dire, dans le sens où le siège de Rome est occupé. Il est occupé, mais par un hérétique. Voilà. Êtes-vous lefévriste? Oui, dans le sens où Monseigneur Lefebvre, suite au Concile de Vatican II, Monseigneur Lefebvre a dit la vérité et s'est démarqué et a continué un enseignement traditionnel, catholique, hors de l'Église de Rome, qui s'est perpétué et qui existe encore aujourd'hui à travers la fraternité Saint-Pédis. Donc oui à Monseigneur Lefebvre, et ce qui est intéressant, c'est comment vous positionnez-vous en gros. C'est ça. Je me positionne en non unacum. Voilà. Non unacum, c'est quoi? Ce sont des messes qui sont célébrées sans donner le nom du pape. On ne dit pas le nom du pape parce qu'on considère que ce pape n'est pas un vrai pape. Voilà. C'est-à-dire être les catholiques non unacum sont des catholiques de tradition, qui sont pour une messe où on ne dit pas le nom du pape. L'autre question qui se rapporte au même sujet, de Abenader. Bonjour, je vous écris pour vous remercier, vous féliciter les vidéos, qui sont vraiment un oasis de paix à ce monde détraqué. Comment vous situez-vous par rapport au sédévacantisme? Tenez-vous Ratzinger pour pape légitime de la Sainte Église catholique? Voilà, je viens de répondre juste avant, donc aussi à Abenader.
Une petite mise au point, les amis, sur le terme de judéo-chrétien. Parce que j'ai vu, voilà, faire attention à ce qu'on voit, à ce qui est relayé. J'ai vu une alliance judéo-chrétienne, il y aurait une alliance judéo-chrétienne contre l'islam. Judécisation. Voilà, comme si aujourd'hui l'Empire il était judéo-chrétien. Alors, c'est Joshua Yehuda qui disait que ces deux idées, judaïsme et christianisme, étaient radicalement opposées et qu'elles étaient même irréconciliables. Et il disait très vrai d'ailleurs. Donc, c'est un oxymore judo-chrétien. C'est comme si vous dites, j'en ai déjà parlé, c'est comme si vous dites c'est divino-satanique, quoi. C'est deux choses qui ne peuvent pas se concilier. D'ailleurs, avant de chercher à concilier ou à réconcilier, il faudrait d'abord défendre ces idées, une certaine vérité, quoi. La vérité même, d'ailleurs. Et donc, par rapport à l'origine de ces deux idées qui sont radicalement opposées et irréconciliables, j'aimerais, les amis, vous lire certains passages cités par Léon de Poncin dans le Judaïsme et le Vatican, très très important. Tous les catholiques conciliaires sans exception, et même les autres bien sûr, devraient lire ce livre. Voilà. Sur les pressions par le lobby juif pour que le Concile Vatican II ne soit plus catholique, mais soumis à la judo-maçonnerie, à l'idéologie judo-maçonnique. Sur l'origine de cette fracture irréconciliable entre judaïsme et christianisme, il faut remonter à Jésus-Christ et sa crucifixion. Voilà. Et son arrivée et son refus du Messie par les pharisiens, donc le peuple juif de l'époque. Regardez ce qu'il dit. Donc là, c'est Georges Bateau dans le problème juif. Donc, et c'est cité dans le judaïsme et le Vatican. Il dit, selon les prophètes, Israël, par la grâce de Yahvé, son Dieu, est destiné à gouverner le monde. Lorsque le peuple de serviteurs de Yahvé se conformera aux exigences divines, les temps viendront où Israël régnera sur la terre entière. Ça, c'est le messianisme juif talmudique. D'accord ? Mais soudain, voilà que s'éleva parmi eux un prophète, homme ou Dieu. That is the question, les amis. Homme ou Dieu alors, qui était effectivement de la descendance royale de David, et aussi le fils de l'alliance, l'héritier de la promesse. Il affirma qu'il avait été envoyé du ciel par Dieu, son Père, pour accomplir et compléter la promesse de l'alliance. Ça, c'est Léon de Poncin qui écrit là, par contre. Et là, Léon de Poncin cite Matthieu 5, 17. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » On est donc dans le décalogue là. Et pour preuve de sa mission, il accomplit un nombre inouï de merveilles, de miracles. Les multiples subjugués le suivirent. Et de nombreux juifs à l'époque, des milliers de juifs se sont convertis au christianisme. C'est ça qui est important, contrairement à aujourd'hui. C'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Ça résoudrait convertis sincères là. Mais, et alors de penser à un poursuit, mais c'est le point le plus sérieux de sa mission, il interpréta la promesse dans un sens nouveau, entièrement différent. Il menaça de renverser et de détruire tout entier le fier édifice judaïque, en le rendant spirituel universel. Et donc là, il cite un nouveau bateau. La réalisation de la promesse est transférée du niveau matériel au niveau spirituel. Elle débordait les limites nationales et cessait d'être réservée aux juifs, aux seuls juifs, comme seuls bénéficiaires, mais s'étendait pour inclure le monde entier. La notion d'une patrie céleste, commune à toutes les âmes, se substituait à la Jérusalem des Juifs. Il ne s'agissait plus de l'épanouissement d'une race, ni du triomphe d'une nation établie. Le peuple élu était rabaissé au niveau d'un peuple quelconque parmi les peuples. Et donc là, il aurait fallu que les pharisiens de l'époque fassent un travail sur leur orgueil, ce qu'ils n'ont pas fait en refusant le Messie et en continuant de se croire, eux, leur propre Messie. C'est très important, ça conditionne tout le reste de l'histoire, depuis 2000 ans tout ça. À cela, ni l'orgueil, il en vient, ni le nationalisme religieux des Juifs ne pouvaient consentir, c'était contraire à la loi et aux prophètes, et contraire aux promesses du messianisme, que j'ai cité tout à l'heure. Les temps devaient venir de la soumission des royaumes à Israël. Voilà. Georges Bateau.
Voilà. Ce basculement qu'il y aurait dû avoir et qu'il n'y a pas eu, et l'orgueil, pour cause d'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est le péché de Lucifer. D'entrée aussi. Dès le début de l'histoire. Hein. Le même péché, voilà. Le même péché par les pharisiens, le même péché que Lucifer. Les amis, un mot sur... alors là, on change de sujet, mais ça s'y rapporte encore. C'est la Syrie. La Syrie, au niveau des armes, il y a un bon article par Chossudovski dans mondialisation.ca qui nous dit que la Russie soutient le régime d'Al-Assad, de la Syrie, face à la Turquie, qui, elle, est soutenue par les États-Unis et l'OTAN. Alors, il y a un nom qui arrive comme un cheveu sous la soupe, c'est Brahimi. Alors, déjà, quand on arrive quelle personnalité comme ça, on se renseigne un petit peu, et on voit que c'est un émissaire des Nations Unies. Et donc, Thierry Messant parle comme quoi, soi-disant, il ne prend pas parti. Il a été reçu à Moscou. En tout cas, par rapport à ce qui se passe en Syrie, et notamment à Damas, ça a un rapport avec ce que je disais juste avant, dans le sens où on peut voir qu'il y a des bombardements, des attentats, notamment dans un quartier chrétien. Et puis quand on reprend le cours de l'histoire, Damas, c'est quoi le chemin de Damas? C'est la conversion de Saint Paul. Hein. Et comme par hasard, c'est là où l'empire atlanto-eurossioniste sévit. Hein. C'est une curieuse coïncidence, on va dire. Hein, on va dire ça. Alors, une petite citation, tiens, une petite devinette. Qui a écrit la première loi de l'histoire, c'est de ne pas dire ce qui est faux, donc de faire attention à nos sources, hein, à l'hérésie, voilà. De bien prendre garde aux informations qu'on reçoit, à bien faire un discernement. Donc de ne pas dire ce qui est faux, et ensuite de ne pas craindre de dire ce qui est vrai. Et alors là, ça fait penser à l'évangile. Si votre vérité ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'atteindrez pas le royaume des cieux. Ça. Esquiver certains sujets, comme la question juive par exemple. Alors, qui a écrit ça? Alors, je répète, la première loi de l'histoire, c'est de ne pas dire ce qui est faux, et ensuite de ne pas craindre de dire ce qui est vrai. Je vous aide, c'est un pape. Pie XI? Non, c'est un pape qui est malheureusement à l'origine du premier aliment, et qui est l'auteur d'Humanus Genus, encyclique démasquant la franc-maçonnerie, Léon XIII. C'était du temps de la fin du XIXe siècle, Léon XIII. Et là, nous sommes en 2013, et on a pu voir dans le métro parisien, alors là je remercie Florian et Jérémy qui m'ont envoyé cette photo. Ils ont pris eux-mêmes la photo dans le métro parisien, où il est marqué donc sur une affiche, il est 18h, savez-vous où se trouve votre femme? La vie est courte, tentez l'aventure. Et en dessous il y a marqué ashleymadison.com, leader international de la rencontre extra-conjugale. Question les amis, une deuxième devinette. Qui est à l'origine de ce Ashley? C'est quoi déjà? ashleymadison.com, c'est un site internet. Qui est à l'origine de ça? Vous avez 4 possibilités, 4 solutions. Le nom commence soit par un Stein, soit par un Berg, soit par un Mann, soit par un Hitz. Alors ça commence par quoi? Ça finit par quoi le nom? Hein? Ça commence par un... Moi je dirais Hitz. Berg. Noël Biederman. Ah, on n'était pas loin. Il y avait une chance sur 4, hein, donc bon... C'était à vous de voir. Noël Biederman, donc, qui est le PDG de Avid Life Media, qui est à la tête de ce site internet, ashleymadison.com, qui est le leader international donc, de la rencontre extra-conjugale. Donc voilà, vous êtes tranquillement dans le métro, et puis on vous dit, ça serait pas fabuleux ça, un petit adultère là, tranquillou. Ou adopte un mec. Voilà. Et la France, attention, la France est chrétienne. Oh.
Faut dire qu'elle est chrétienne, hein. Faut surtout pas dire qu'elle est talmudo-maçonnique, non, non. Avant de présenter certains livres, j'allais dire certains bons livres, donc il y a un des miens, donc je ne vais pas dire certains bons livres, certains livres, un dernier mot, connaissez-vous Vincent Cespedes? Non? Oui? Non? Non? Ah bah alors si quasiment personne ne connaît, je vais vous en parler. Vincent Cespedes, les amis, c'est du lourd, hein, vous allez voir. Il a écrit 2 livres. L'un s'intitule L'homme expliqué aux femmes, où en gros il faut être un gay, quoi. C'est l'homme. Voilà. Et le deuxième, Mélangeons-nous, où il fait l'apologie du métissage. Hein. Et d'ailleurs, il dit lui-même, hein, l'immigration est une richesse. Et puis il dit surtout, j'ai relevé, là, j'ai tombé sur une vidéo, il est passé chez Tadi, Ce soir ou jamais. Et il a dit, mot pour mot, hein, chez Tadi, le féminisme et le... Alors, accrochez-vous là, il faut s'accrocher un peu là. Le féminisme et le combat pour une égalité de droits entre femmes et hommes, cela s'appelle la justice, donc tout le monde est féministe. Donc alors là, vous voyez les syllogismes foireux, un peu comme le dernier site internet, là, LLP et Guénonien. Guénon était un franc-maçon. Livernet écrit un article où il aime bien le livre de Salim Laibi. Donc, la déduction, tac, 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 l'association, Livernet est franc-maçon. Guénonien. On va pas y arriver là. Donc, on n'y arrivera pas. Et alors là, j'ai voulu discuter. On peut discuter, parce que vous dites mensonge sur mensonge. Il y a eu 8 lignes, il y avait 5 mensonges. C'est une performance. On peut discuter. Vous m'appelez, on se voit même, hein, quand il y a des énormités comme ça. Ah non, 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 on ne veut pas discuter. On persiste dans le mensonge et dans l'accusation. Alors voilà. L'égalité en droit entre hommes et femmes. Le féminisme, c'est pas ça. Hein. Cela s'appelle la justice. Donc, féminisme égale justice. Faux, complètement faux. Complètement contraire à la loi naturelle. Rien n'est juste, ni dans l'égalitarisme, ni dans le féminisme. Donc, tout le monde est féminin. Donc vous savez, donc la déduction foireuse, quoi. Voilà, au lieu de A plus B égale C, c'est non, A plus B égale B. Ou Z. Il y a un nouveau féminisme à réinventer, pas avec les anciens combats. Par exemple, le combat éducatif, je n'y crois plus trop. Je ne crois pas à l'éducation. J'y crois plus trop. Parce que les hommes n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Le système phallocratique, alors ça y est, le système phallocratique, c'est un acquis pour lui. On est dans un système phallocratique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui décide, qui dirige. Voilà. Faut être sérieux, l'homme il dirige quoi là? Rien du tout, phallocratie. On n'est pas du tout dans la phallocratie. On n'a aucun intérêt donc à ce que ça change. Le système phallocratique n'a aucun intérêt à ce que ça change. C'est tout un système social sur la famille, l'enfant, l'éducation des enfants, sur qui va garder les enfants, qui va être remis en question. Je pense qu'il faut aller dans ce féminisme radical, le poids de l'homme viril, dominant, masculin, etc. La génération que j'incarne en souffre de ce poids-là. Mais il n'y en a plus des hommes comme ça, Cespedes. Il n'y en a plus des hommes virils. Vous avez vu des hommes virils dans les médias qui dirigent la France? Il n'y en a aucun. C'est tous des mauviettes. On le voit quand même. Il n'y a plus que des tarlouses. Non mais sans déconner. Mais vous en avez vu, vous, des Clovis? Il n'y en a plus aucun, Cespedes. Arrête de t'acharner sur ce qui n'existe pas. Il nous fait croire que le blanc est noir. Que le blanc dirige la France alors que c'est le noir qui dirige la France. Il nous fait croire que ce sont les principes chrétiens, catholiques qui dirigent la France, alors qu'ils sont talmudo-maçonniques, les principes qui dirigent la France. Il faut être sérieux, 2 minutes. Les hommes souffrent de ce formatage du masculin. On souffre de ça, de ce formatage. On a envie de pouvoir être inventif. Et alors il y en a un dans l'émission qui lui dit, mais rien ne vous en empêche, soyez-le. Il lui dit, ne vous faites pas chier, quoi. On a envie de pouvoir être inventif, d'être sensible, d'être égalité avec les femmes. Ça nous abîme, cette vision idiote du masculin. Ce qu'il faut dire aux jeunes garçons de 25 ans, ne soyez pas féministes, comme l'ancien féminisme. C'est nouveau, lui, qui veut.
inventer un nouveau. Beaujolais nouveau. Comme le Beaujolais. Essaie de voir un nouveau féminisme auquel tu aurais ta part. Et il dit, alors là je l'ai pas souligné, ou sinon tu seras un abruti comme ton grand-père. Nos grands-pères étaient tous des abrutis parce que c'était des hommes véritablement masculins. Donc en gros, voilà, il faut être des gays, quoi. Soyons des gays. Hein? Donc vous avez compris quand même la judo-maçonnerie. Hein? Ah ouais. Et tous égaux sous la domination judo-maçonique, en étant des gays. Évidemment, si on est des gays, et comment voulez-vous qu'on éduque bien les enfants, comment voulez-vous qu'ils soient catholiques, comment voulez-vous qu'on se rebelle contre l'autorité? C'est impossible. Si on est tous des gays, ça ne sera pas possible. Alors Cespedes est contre la morale à l'école, il est contre l'instruction, alors ça il a dit devant Robert Ménard. Il est contre l'instruction. Alors Robert Ménard faisait genre, oh mais non quand même. Alors Monsieur Cespedes, il évoquait là. Mais non, il lui tend quand même le micro. Quand même, Monsieur Cespedes, on va pas dire des choses pareilles, mais il tend quand même le micro au passage. L'autre, il déballe toute sa pourriture idéologique. Monsieur Cespedes quand même. Alors donc, il est contre la morale à l'école, contre l'instruction civique. Il est pour la parité homme-femme, bien évidemment. Et il est aussi contre l'orthographe. Oh purée. Il dit, c'est ringard, ça. Voilà, alors, Beau programme. sans faire trop de recherches, sans faire de recherche tout court, Vincent Cespedes, c'est un juif franc-maçon, quoi. J'ai même pas besoin d'aller chercher. Bon, il s'avère que Cespedes est une ville cubaine. Eh oui. Et qu'en fait, si on va un peu chercher, je savais que c'en était un, eh ben, on voit quoi? On voit qu'il est d'origine séfarade, par sa mère. Et la judéité se transmet par la mère. Je tenais, pour terminer cette petite chronique, signaler la réédition de Deux cris dans la nuit, retouchée, améliorée. Il y avait quelques erreurs, quelques grossièretés que j'ai supprimées. Hein. C'est là où on fait un peu sur le point, on fait son autocritique, voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Hein. Et aussi allégé, puisqu'il y avait quelques règlements de compte qui n'avaient pas grand-chose à faire dans ce livre. Et je pense notamment au chapitre La lettre qui a été supprimé du bouquin. Donc il est légèrement allégé, hein, c'est quelques pages en moins, et légèrement retouché. Voilà, Deux cris dans la nuit qui est en cours de réédition et qui sera donc disponible dans les prochains jours. Hein. Un autre livre que je viens de lire, qui est très intéressant, qui est signé Laurent Glosy, qui s'intitule Illuminati, sur les familles oligarchiques, le Bilderberg, sur le contrôle mental, programme Monarque, MK Ultra, mais aussi et surtout sur le satanisme dans l'industrie Disney et dans la musique rock. Notamment, donc c'est intéressant, hein, il y a beaucoup d'infos sur le sujet. Bon, après c'est un petit livre, hein, c'est pas une grosse synthèse. Bon, ce sont des sujets que j'avais étudiés personnellement dans Deux cris dans la nuit, Retour dans Deux cris dans la nuit, mais qui sont intéressants. Laurent se base notamment sur les travaux de Fritz Springmeier, mais aussi de Robin de Ruyter, l'allemand. Donc un livre que je recommande et qui est en vente dans ma librairie. Voilà. Et puis, le livre que j'ai cité tout à l'heure, Le judaïsme et le Vatican, très très bon livre, sur lequel Pierre Hillard s'est notamment appuyé récemment dans sa conférence à Nice, quand il parle de Jules Isaac, tout ça. Le judaïsme et le Vatican, les infos sont là, livre fondamental sur l'infiltration au sein du catholicisme qui a donné Vatican II, et notamment la pression des lobbies juifs que sont l'American Jewish Committee et le B'nai B'rith. On va terminer avec l'annonce de conférence. Le 2 février, ça sera près de Toulon, avec Marion Sigaud, la guerre des juges au XVIIIe siècle contre l'Église catholique, suivi du philosophe Pierre d'Ortiguier, hein, sur la décadence spirituelle à cette époque-là. Et enfin, Salim Laibi qui présentera son livre La faillite du monde moderne. Le lendemain
le 3 février à Nice. Marion Sigaud donnera, je suppose, à peu près la même conférence qu'à Toulon. Et je serai avec Marion Sigaud pour donner une conférence qui s'intitule Déchristianisation de la France. Voilà, donc je vous donne à tous rendez-vous le 2 février à Toulon et le 3 à Nice.